vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour dans l'arène avec les vraies voix du jour. Philippe dans l'arène, comme vous y allez. La reine, voilà, dans l'arène. Enfin, dans l'arène, non, pas vraiment comme ça. Ne nous tentez pas. L'apostrophe A-R-E-N-E, vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Je viens de comprendre ce que je viens de dire. C'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Même moi, je me comprends pas moi-même, c'est pour vous dire. Françoise Degois est avec nous, Benoît Perrin, bien entendu. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix, je vais y arriver. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est le duel que tout le monde attendait la nuit dernière, le premier face-à-face entre Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis. La moitié de ce qu'elle a dit était des mensonges. Elle dit des choses fausses et ne semble même pas au courant de ce qui se passe réellement. Comme je m'y attendais, Donald Trump a beaucoup menti. Il a son propre avis et sa propre lecture des faits sur tout. L'assurance de Kamala Harris et la façon dont elle est entrée dans les détails m'ont frappé. Et j'ai eu l'impression que Donald Trump était un peu plus décousu, qu'il s'éloignait un peu du sujet. Ils sont forts, nos réalisateurs. Ah oui. Donald Bravo, Trump, c'est plus de la télé, c'est de la radio. C'est plus de la radio, c'est de la télé, je veux dire. C'est Donald super, Trump bravo Marie. affirme que son débat avec Kamala Harris a été truqué par la chaîne organisatrice. Réaction du milliardaire bousculée hier par la vice-présidente lors de cette émission cruciale dans la course à la Maison-Blanche. Dans la foulée, Kamala Harris a engrangé un soutien de poids. Taylor Swift, lui, donc, la dirigeante, elle dit qu'elle est douée et solide. Alors parlons vrai, est-ce que l'Amérique est coupée en deux entre les élites qui votent démocrates et les classes populaires qui votent républicains? Est-ce que Trump incarne le changement et Harris la continuité? Et à cette question, est-ce que Kamala Harris a pris l'ascendant sur Donald Trump? Vous dites non à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et il vient tout droit de United States of America. Il est avec nous, Olivier Piton, avocat français, bien sûr, et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Merci d'accepter notre invitation avec ce décalage horaire. Philippe Bilger, avez-vous regardé ce débat? Non, mais j'ai regardé un peu ce qu'on en a dit. Alors, d'abord, une interrogation que je me formule à moi-même, sans risque de contradiction, avant qu'Olivier Piton la porte. J'ai conscience depuis quelques mois que Donald Trump ne parvient pas, me semble-t-il, à trouver dans la forme le ton juste à l'égard de Kamala Harris, parce qu'en définitive, malgré sa grossièreté, il a tout de même certaines limites et certaines pudeurs à l'égard de cette candidate, et pour lui, c'est un problème. Mon ironie, si j'ose dire, c'est que la seule chose qui me rassure au sujet de Donald Trump, c'est que les courants dominants en France, politiques et médiatiques, joue Kamala Harris gagnante. On la vend depuis quelques semaines de manière tout à fait systématique. Et comme la France se trompe toujours sur les candidats de l'étranger, j'ai confiance en Donald Trump. Sur une autre aussi, non, je pense que la France s'est pas trompée, par exemple, sur Obama. C'est Le Monde qui est le premier à titrer la surprise Obama, et bien avant le Super Tuesday. Donc ça, c'est un argument qui tient pas. Moi, j'ai regardé le débat. J'ai regardé 1 heure. Après, je suis tombé à 4h du matin. Merci à LCI d'ailleurs de l'avoir diffusé avec la traduction. Ce que j'ai ressenti très rapidement, c'est qu'en fait, quel était le but? Je pense que Kamala Harris avait l'air extrêmement préparée. Je crois qu'elle s'est vraiment préparée. Elle a réussi en fait à faire dérailler Donald Trump. Au début, ça se passe, c'est tendu, mais on voit bien que Donald Trump arrive à garder la mesure. Et en fait, elle le fait dérailler sur les fake news et dans ses travers habituels que la campagne républicaine ne veut plus voir, parce que la légende qui dit oh là là, tout le monde a dit qu'il allait perdre, il va gagner, ça c'est fini, ce ressort-là, de toute façon, il est cassé. Et contrairement à ce que dit Philippe Bilger, je pense que les démocrates refont leur nid dans les classes populaires, et je crois aussi que ce débat, il est bien plus important que le nôtre en France, où souvent les choses sont déjà jouées avant. Je pense que ce débat, il parle aux indécis, parce que les amis de Trump, vous les convaincrez jamais, mais je pense qu'il a pu faire bouger en faveur de Kamala Harris hier. Benoît Perrin. Bon, ça me semble difficile de dire que le débat a été remporté par Trump.
Autant il avait écrasé Biden la dernière fois, Bien autant sûr. là, objectivement, il faudrait est dans les cordes. de faire En même temps, de mauvaise foi. C'est pas compliqué. Pardon. Il est dans c'est les peut-être pas cordes, compliqué, il est dans mais les enfin, cordes de tout temps. je sais pas si vous avez regardé, je parle aux auditeurs là, mais au moins qui regardent les images de ce débat, c'est assez extraordinaire. Je sais pas tout regarder, mais j'ai regardé quand même de nombreux extraits où vous avez quand même Harris qui ne peut pas, de par les règles, ne peut pas interrompre son interlocuteur, n'a pas le droit d'avoir des notes, n'a pas le droit de faire des débriefings avec son équipe, malgré les différentes pauses pendant le débat. Donc les règles étaient assez strictes. Simplement dans l'attitude, elle est vraiment très détendue. On sent qu'elle a bossé. Quand il dit des énormités, en tout cas aux yeux de Harris, on la voit lever les yeux au ciel. Donc ça, c'est elle. On sent qu'elle vit. Alors de l'autre côté, vous avez Donald Trump qui est peut-être arrivé un peu trop à la cool parce que il avait tellement dépassé Biden la première fois qu'il s'est dit je vais peut-être l'écraser un peu naturellement. Et dans son visage, il ne la regarde jamais. On le sent tendu. On le sent vraiment tendu. Et on a presque un visage de cire. C'est très surprenant, simplement sur ce qu'on appelle le body language, justement, où vous avez vraiment quelqu'un d'ouvert d'un côté, et de l'autre côté, quelqu'un qui est un peu plus perplexe, un peu plus gêné. C'est très surprenant. Et après, sur le fond, est-ce que ça va bouger quelque chose? Évidemment, les débats télévisés, on sait très bien que ça renforce les convictions des uns et des autres. C'est un spectacle pour tout le monde. Sauf que là, comme ça va jouer très peu, peut-être qu'effectivement, on sent quand même qu'il y a une dynamique des démocrates qui n'existait pas il y a quelques mois. Benoît. Donc peut-être que les indécis vont être touchés. Vous voyez dans mon body language qu'il faut qu'on fasse parler notre invité. Faut que je me taise, surtout, oui. Olivier Piton, non, je plaisante. Olivier Piton. Olivier, oui, allez-y. Non, petite synthèse finalement. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors d'abord, il est toujours très très compliqué de tirer des conclusions sur un débat dès le lendemain. On a eu même en France des exemples. Je pense en particulier au débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, où on nous avait longuement expliqué que Ségolène Royal avait remporté le débat et on connaît la suite. Donc il faut toujours être extrêmement prudent, surtout sur le ressenti des gens. Ce que je dirais, la première des choses qui a frappé lors de ce débat, pour ceux qui l'ont peut-être regardé, c'est que on a d'abord eu très peu de données techniques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que contrairement à un débat en France où on essaie d'être extrêmement pointu sur des chiffres et des statistiques, là, on était extrêmement flou. Et je vais même encore plus loin, parce que c'était vraiment ce qui m'a frappé comme deuxième caractéristique, c'est qu'on n'a parlé que du passé. Nous avions un candidat qui défendait son bilan 2016-2020 et une candidate qui défendait son bilan 2020, 2023 et demi, 2024. Et en fait, on n'a absolument pas eu de perspective sur les propositions réelles, concrètes des deux candidats. Et ça vaut d'ailleurs vraiment autant pour l'un que pour l'autre. Deuxième élément rapidement, il faut toujours se méfier du ressenti et de ce qui ressort de ce type de débat. Je vais vous donner un simple exemple. Ce qui actuellement fait la une aux États-Unis et sur les réseaux sociaux, c'est la phrase de Donald Trump qui dit que les migrants haïtiens dans une ville de l'Ohio qui s'appelle Springfield mangent des chats et des chiens, en particulier des chats. Et vous avez Donald Trump qui s'est pris en photo entouré de chats pour montrer que c'était devenu le défenseur des animaux. Alors pour nous et pour la plupart des gens avec qui sont assez éloignés, on peut estimer que c'est une erreur et que c'est une faute et que ça va contribuer à déstabiliser Donald Trump. Mais il y a toute une catégorie d'électeurs qui sont beaucoup moins politisés aux États-Unis particulièrement et qui peuvent considérer qu'effectivement, je pense en particulier souvent aux seniors, et qui peuvent considérer que finalement Donald Trump se présente comme une forme de défenseur. Oui, mais des Olivier, sur cette fake news, ce qui était très bien hier, moi j'ai vu, il y avait, comment dirais-je, le truc, la vérification des infos, et il a été démenti devant des millions de gens. Allez, donc, il reste une minute. Olivier, est-ce que j'ai été frappé de voir que non seulement il a mis en cause évidemment la politique de Biden face à Kamala Harris, mais pourquoi n'a-t-il pas insisté sur le fait que Biden lui-même avait donné à sa vice-présidente un rôle totalement résiduel, ce qui montrait le peu de confiance qu'il avait en elle. 30 secondes, Olivier Piton, pardon. Parce que son intérêt, c'était justement de montrer qu'elle était quasiment en cogestion, et en particulier sur le dossier migratoire, ce qui est vrai. Joe Biden avait donné à Kamala Harris la gestion migratoire qui a de fait été un vrai problème aux États-Unis sur la frontière sud, et donc l'objectif c'était de montrer que c'était la continuatrice de Joe Biden après avoir été la co-gérante de son mandat. Et donc la question maintenant est de savoir comment les gens vont intérioriser et finalement s'imprégner de ce débat, surtout qu'il y en aura un deuxième à la demande de Kamala Harris, ce qui laisse entendre
malgré tout que l'équipe de Kamala Harris, en tout cas c'est ma perception, n'est pas totalement satisfaite du premier débat qu'elle a réalisé. Et en tout cas, on va vous découvrir le 26 septembre 2024 avec la sortie de ce livre, Kamala Harris, la conquérante, publié chez Plon. Et si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller le lire. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord.